Alors, je m'appelle Laurent Bocan, je suis né le 28/08/1975 en France, à Loudun. Je suis né dans le monde du cheval car mon père était entraîneur et driver. Donc j'ai grandi dans le monde hippique, des courses hippiques. Et c'est une chose qui m'a toujours fait rêver depuis que j'étais tout petit. Et j'ai toujours dit que ce serait le métier que je voudrais faire. Quand j'étais petit, j'ai jamais dit que je voulais être policier, pompier ou quoi que ce soit, comme un petit garçon de 5-6 ans dirait. J'ai eu la chance de pouvoir monter à cheval de bonheur. Étant tout petit, mon papa me mettait à cheval, j'avais un poney, j'étais toujours avec les chevaux. Je passais mon temps avec les chevaux, je passais mon temps avec mon père. Et ça a toujours été comme ça. Et pour moi, ça n'a jamais été un métier, ça a toujours été une passion. J'ai toujours pris ça en passion. Même si c'est ma passion qui me faisait vivre, mais c'était une passion. Donc j'ai suivi un cursus scolaire normal jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à partir de 13 ans, je suis rentré dans une école spécialisée, ce qu'on appelle l'école des jockeys, où je suis sorti diplômé avec mention en 1992. J'ai eu mes diplômes en 1992. Je suis resté en France jusqu'en 1997, là où j'ai eu la chance d'avoir un contrat pour partir à l'étranger, pour partir en Autriche. Et là, c'est cette personne-là, qui s'appelle Monsieur Martin, qui m'a mis ce qu'on appelle le pied à l'étrier, qui m'a donné ma chance, qui m'a fait confiance et qui m'a fait sortir et qui m'a fait gagner énormément de courses. Il m'a permis de devenir une athlète de très très haut niveau, ce qui m'a permis de monter de très très bons chevaux, de parcourir toute l'Europe de l'Est et d'apprendre, de voir les sacrifices qu'il faut faire pour arriver jusqu'ici. C'est énormément de sacrifices, c'est énormément de travail. On ne compte pas ses heures, on se lève de bonne heure le matin, on va travailler les chevaux, on s'occupe des chevaux. L'après-midi, on a les courses, on a les voyages à faire quand il faut se déplacer à l'étranger. Et j'ai voyagé pendant une vingtaine d'années partout dans le monde. Alors après l'Europe de l'Est, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir partir aux États-Unis. Et j'ai monté ma première course aux États-Unis au mois de décembre 2008. Et suite au meeting de la Nouvelle-Orléans, où j'ai passé 5 mois, je me suis retrouvé à aller faire le meeting de Boston. J'ai gagné ma première course aux États-Unis. Et dans cette saison du meeting de Boston, j'ai réussi à gagner 6 courses, ce qui est déjà pas mal pour très peu de monde, parce qu'il fallait que je fasse mon petit trou, comme on dit, que je fasse ma place. Donc, ma vie d'athlète aux États-Unis était très riche et j'ai fait plein de choses. Des choses comme je disais tout à l'heure, qui est de sacrifice. Je faisais des grosses journées en semaine. Bonne heure le matin, vers 4h, 4h30 du matin, pour être de bonne heure sur l'hippodrome, pour entraîner les chevaux. L'après-midi, c'était les courses. Voilà, la vie était tonique, comme on pourrait dire, était vraiment tonique. C'est des sacrifices durs, mais qui donnent du plaisir. Parce que c'est pas un métier que je faisais, c'était une passion. Il n'y avait pas de temps mort. Et c'est ça que j'aimais, puisque j'aime pas m'endormir sur mes lauriers. Et si je me suis sacrifié pour devenir aussi haut niveau, et je voulais aller encore plus haut, tout allait bien, j'étais sur la montante, tout se passait très bien pour moi. J'avais trouvé des chevaux à monter, des chevaux intéressants à monter, un propriétaire qui me faisait confiance. Et le jour fatidique est arrivé, le 5 septembre 2016, là où l'accident fatal est arrivé. Et là, quelques semaines après, le réveil. Je ne sais plus où je suis, quel jour on est. J'essaie de regarder à droite à gauche, je vois les plafonds blancs.
je vois des machines et je vois que je suis avec des tuyaux partout. Perfusion. Et je me pose énormément de questions. Que fais-je ici? Dans quel état je me trouve? Je me vois intubé, je me vois avec plein de tuyaux. Je ne comprends pas du tout mon état. Et on m'apprend que j'ai eu un très très grave accident, que j'ai failli mourir, que je suis ce qu'on appelle un rescapé, un miraculé, ce serait plus le mot, qu'un rescapé. Et que, bon, j'ai énormément de fractures. J'ai hématome dans la tête qui appuie sur le cerveau. J'ai l'humérus de mon épaule qui a été explosé. Il a fallu m'opérer, me refaire 10 vis et des plaques, ce qui me fait un handicap maintenant. J'apprends que j'ai eu un traumatisme du rachis. Donc la colonne vertébrale qui est touchée au niveau thoracique 6 et 8 et que ma moelle épinière a été touchée. Et on m'a dit que je ne suis pas paraplégique. Et là, tout s'effondre. Et je me retrouve dans un état très critique, cassé de partout, fracturé de partout. Donc j'apprends au niveau de mon traumatisme crânien, de ma colonne vertébrale et de mes côtes. Toutes les côtes cassées et surtout là où ça a été le plus dur, c'est tout le côté droit où il a fallu les chirurgiens ouvrent et me réparent les côtes, ce qui se fait très très rarement. C'est quelque chose qu'on ne répare pas. Et suite à ça, j'ai toujours des douleurs et ça va faire bientôt 4 ans que nuit et jour je suis avec ces douleurs-ci. Je dois vivre avec, c'est pas marrant. Niveau médical, médicamenteux, il n'y a rien qui soulage, puisque ce sont des choses neurologiques maintenant. Et c'est quelque chose qui ruine un peu la vie quand même, parce qu'on ne peut pas faire certains efforts, on ne peut pas faire certains mouvements, parce que ça fait énormément de mal. Et tout ce qui m'est arrivé, c'est sûr que quand on apprend tout ça, au niveau psychologique, ça peut être n'importe qui, on peut être athlète de haut niveau ou on peut être la personne lambda, on est tous des humains, on tombe par terre. Quand j'ai compris que ma vie a été chamboulée, que ma carrière était finie, le haut niveau, c'était plus pour moi. Psychologiquement, c'est très dur à avaler. Parce que quand on est une personne active tous les jours, qu'on ne s'arrête jamais, et du jour au lendemain, on est alité de force, c'est extrêmement dur. On se pose énormément de questions, et je pense que ce soit moi ou une personne lambda, on pense au pire. J'ai de la chance d'avoir des parents en or qui se sont investis pour moi, qui ont été là à mon chevet pendant 2 mois après mon accident, qui sont arrivés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, une langue qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont tout fait pour, comment expliquer, être pas joyeux, mais me rendre la vie un petit peu plus facile et essayer d'accepter ce qui venait de se passer. Même si eux avaient aussi du mal à l'accepter, ce qui est totalement logique. Et je pense que mes parents, et même j'en suis sûr, ont eu très peur. Donc je pense que ça a affecté énormément, que ce soit mon père ou ma mère. Et je ne les remercierai jamais assez
pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour m'en sortir et me faire avancer suite à cette triste histoire. Je pense qu'on ne se remet jamais d'un accident aussi terrible que ça. Toute personne qui est dans un état critique comme moi, je l'ai été, la vie, c'est plus du tout la même. Même si on est encore là, on a encore notre tête, on a encore nos idées, mais il nous manque une partie du corps. Et cette partie-là, c'est difficile de faire le deuil. On ne peut pas accepter du jour au lendemain de rester 12 heures ou 18 heures par jour dans un fauteuil. C'est impossible, surtout quand on était athlète. Et même que ce soit la personne lambda, on n'accepte pas. Et c'est pour ça qu'il y a des centres qui nous apprennent. C'est long, tout dépend de la personne, tout dépend de la motivation de la personne. On n'acceptera jamais d'être dans l'état où on est. C'est une contrainte d'être dans un fauteuil. Tout ce qu'on fait est plus difficile. Les choses, il faut qu'elles soient à notre hauteur. Et on sort dehors, rien que dans les rues, rien qu'un petit trou, de rien du tout, ça bloque une roue et on peut tomber. C'est des choses toutes bêtes qu'une personne valide ne voit pas. Et moi, quand j'étais valide, je ne le voyais pas. Et ces choses-là. Et dans les centres, on nous apprend à remonter un petit peu tout ça, à se remettre psychologiquement un peu plus droit. Et puis on nous apprend des choses, les choses qu'il faudrait apprendre de la vie. Comme on ne peut plus aller aux toilettes normalement, comme la personne lambda. Donc moi, tous les matins, j'ai l'infirmière qui vient me vider les intestins tous les matins. Après, il me faut une personne qui vienne m'aider pour me laver, parce que je ne peux pas me laver tout seul. Il me faut une personne pour m'aider à m'habiller, puisque suite à toutes les fractures que j'ai eues et les choses diverses, l'habillage seul est très difficile. Et après, c'est une autre vie. On est obligé de l'accepter, mais on ne l'accepte pas quand même. On vit avec. Une personne paraplégique ou une personne en fauteuil ne pourra jamais dire qu'elle est heureuse. C'est impossible. Alors, niveau relation intime, c'est très difficile maintenant, parce que vu la lésion que j'ai, tout au niveau des nerfs, ça ne fonctionne pas correctement. Donc il y a des solutions entre guillemets, mais ça ne fonctionne pas sur tout le monde, parce que chaque paraplégie est différente. Mais rien que déjà d'avoir l'érection, si elle n'est pas... Elle ne viendra pas du cerveau, puisque le cerveau n'arrive plus à commander. Même si l'excitation est là, si on pense à la chose, à un endroit c'est coupé, ça ne voudra pas passer. Donc il y a des choses, il y a ce qu'on appelle du cavergette. C'est une seringue qu'on se pique dans la verge, et ce qui nous fait avoir une érection. Mais avec mes mots à moi, c'est ce que j'appelle un tue-l'amour. Parce que c'est pas chouette, parce que ça casse le rythme de l'acte sexuel, tout simplement. Il y a encore d'autres médicaments, mais qui ne fonctionnent pas pour moi, ce qui se rapproche au Viagra. Il y a du Cialis, Viagra ou les choses comme ça, et cette molécule, elle ne fonctionne pas beaucoup pour moi. Et le pire, c'est de trouver la personne qui accepte de faire des actes intimes
avec une personne handicapée sans voir l'handicap. Et prendre la personne pour une personne comme elle est et non comme un handicapé. Avant l'accident, quand j'avais des vacances, quand j'avais la chance d'avoir des vacances, et mes loisirs aussi, j'aimais beaucoup faire du sport extrême, des randonnées en montagne, des choses comme ça. Faire du kayak, plein de trucs, du quad, des choses vraiment à adrénaline. Et maintenant, en étant en fauteuil, c'est plus pareil. Parce qu'il y a des choses qu'on peut encore faire, entre guillemets, mais la sensation n'est plus la même. Alors quand je quitte la maison, j'ai des gros défis parce que les villes ne sont pas adaptées pour les personnes en fauteuil roulant. Les routes, les trottoirs, les transports publics par exemple, un bus, aller dans des commerces, il y a des commerces où on ne peut pas accéder parce qu'il y a des marches. C'est pas pensé pour les personnes invalides, les personnes handicapées. Un trottoir, c'est pas haut, un trottoir c'est peut-être, allez, on va dire haut comme ça, grosso modo. Mais avec un fauteuil, c'est extrêmement dur à passer. C'est des coups à ce que le fauteuil se renverse et qu'on se retrouve par terre. Et quand on va dans les supermarchés, par exemple, ce qu'on veut, c'est tout en haut. On ne peut pas l'attraper. On est obligé de demander à des gens. C'est toujours demander, c'est pas marrant. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un d'autonome. J'ai jamais rien demandé à personne. Je me suis fait moi-même. Et c'est des choses qui sont dures pour moi à accepter. Et psychologiquement, physiquement, c'est très dur. L'avenir, je le vois en plusieurs épisodes. Le premier épisode, il faudrait que ma rééducation soit encore plus intensive, comme une rééducation comme je voudrais l'avoir. Mais bon, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Il y a des technologies qui existent maintenant, mais qui ne sont pas abordables pour tout le monde, qui ne sont pas abordables pour moi pour l'instant. Ça coûte très cher. Ça se passe dans plusieurs pays étrangers. Il faut que ce soit, comme je dis, intensif. Et je pense qu'après, je me sentirai mieux dans mon corps. Je ne dis pas que ce sera parfait, mais je me sentirai mieux dans mon corps et je pense que j'avancerai. Et j'ai des idées, pourquoi pas devenir entraîneur de chevaux de course, ce qui pourrait être génial, puisque je resterai dans ma passion. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est impossible à faire pour moi. Physiquement, ça ne tiendrait pas. Je ne pourrais pas faire une journée complète à entraîner les chevaux, à aller aux courses ou des choses comme ça. Mon corps ne suivrait pas. Donc j'espère qu'un jour que les nouvelles technologies seront abordables, qu'on puisse y accéder assez facilement. Le genre exosquelette, comme ce que j'avais fait aux États-Unis. J'aimerais bien en refaire en France. Bon, pour l'instant, je ne peux pas, mais ça serait des choses qui aideraient énormément.